Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul et je suis rassuré parce que j'ai un petit peu peur. Halloween approche et j'ai quelqu'un pour me protéger. Puisque ce soir, nous avons Julien, comme d'habitude, Jules Melon, qui est de retour. Comment vas-tu, Julien? Bonjour, bonsoir, je viens manger ton âme. C'est Oui, là, on est dans la thématique Halloween. Là, vu le titre, Oui. ça laissait paraître, en tout cas, une ambiance très autour du 31 octobre, voilà. Bien sûr. Mais d'un duo qu'on aime bien, En tout cas, leur cinéma nous intéresse. Parce qu'ils explorent des univers qu'on n'explore que rarement dans le cinéma français. Enfin, d'autres s'y sont essayés aussi. Et ils continuent. C'est un peu des résistants, quoi. Ils sont encore là avec... Oui, mais alors là, Pascal Logier, on le voit un peu moins. Fabrice Duvel, s'il est belge, mais... Xavier Jeance, bien sûr, aussi. Peut-être qu'il reviendra à cela. Mais on va parler de quoi, alors? De qui? Dis-nous tout, mon cher Romain. C'est toi, l'hôte de l'émission. C'est pas à moi de présenter. Mais tu le fais très très bien. Mais là, effectivement, on va faire une petite parenthèse parce qu'on était dans cette filmographie Xavier Jancienne que nous explorons. Il nous en reste pour le coup un à date qu'on va certainement parler dans incessamment sous peu. Et là, on fait une petite parenthèse parce qu'on avait effectivement traité Alexandre Maury et Julien Bustillo avant Xavier Jance. Et il s'est fait qu'évidemment, il y a le dernier film donc, du duo est sorti il y a quelques mois de cela. Là, il est sorti récemment pour le coup en VOD et en DVD, il me semble, pour le coup aussi. Oui. Et l'idée, c'est on va parler un petit peu, faire cette petite césure pour revenir sur la suite de leur carrière avec, comme tu le disais très bien, Le Mangeur d'âme. Donc film sorti cette année, en début d'année pour le coup. Adapté pour le coup du bouquin, du roman alors que moi je n'ai pas lu pour le coup, d'Alexis Lepsker, pardon. Et donc, film un petit peu étrange, on va parler donc à Virginie Ledoyen, Paul Ami, on parlera certainement aussi tout à l'heure, et Sandrine Bonner, dans des rôles un petit peu à contre-emploi, mine de rien, c'est ça qui est un peu rigolo et un peu intéressant aussi dans le film. Alors c'est un thriller horrifique, c'est un retour, au passage, hein, c'est vrai que tu le disais très bien, on est sur un film très franco-français, si je puis dire. On a vu un petit peu les pérégrinations de Xavier Jance, qui est parti aux États-Unis à plusieurs reprises. On en a parlé un petit peu avec aussi Alexandre Bustillo et Julien Maury pour leur Leatherface, où ils sont partis à l'étranger. Et là, pour le coup, ils sont revenus en France. On avait parlé donc de Deep House il y a quelques temps. On était revenus dessus. Et retourné en partie en Belgique, dans cette immense piscine dans laquelle ils avaient reconstruit la maison. Mais film malgré tout français quand même. Et là, donc, on va revenir donc sur des films qui est pour le coup très franco-français, parce que ça se déroule dans un petit village au cœur des Vosges. On est mine de rien. Et c'est assez rigolo, pas très loin de Gérard Bay et son fameux festival, évidemment, ce qui est plutôt assez amusant. Ça me fait revenir plein de souvenirs de ces longues sessions de films fantastiques et horrifiques à Gérard Bay. Et donc, pour le coup, on suit donc une commandante de police qui est incarnée donc par Virginie Ledoyen, qui tente d'élucider plusieurs meurtres violents, 2 en particulier, un double meurtre particulièrement sordide, et elle va croiser, au moment où elle vient de la ville, pour aller découvrir les scènes de crime, donc dans ce petit village un petit peu paumé, qui est vraiment paumé, vraiment isolé. La mairesse du village explique que l'autoroute a un petit peu dévié la route, ce qui fait que plus personne ne passe par ce village qui est un petit peu à l'abandon, c'est presque un village fantôme. Et donc, en allant dans ce village-là, en venant de la ville, elle va croiser la route de Franck de Roland, donc qui est interprété par Paul Ami, qui lui fait partie de la brigade des disparitions inquiétantes, et il enquête sur plusieurs disparitions d'enfants. Et il va s'avérer que l'une des disparitions d'enfants est liée à l'un des doubles meurtres auxquels va être confrontée Elisabeth, donc comme je disais tout à l'heure, interprétée par Virginie Ledoyen. Et donc ils vont, alors dans un premier temps, on mélange pas les torchons et les serviettes, ils décident quand même de travailler un peu chacun de leur côté. En tout cas, le personnage incarné par Virginie Ledoyen ne veut pas se mélanger, chacun fait ce qu'il doit faire. Elle enquêter sur les meurtres, lui sur les disparitions d'enfants. Mais l'affaire avançant, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup trop de points en commun pour se séparer, et ils vont un petit peu se liguer pour mener l'enquête et essayer de trouver la solution à ce mystère. Tout ça sur fond d'une légende locale, la légende du Mangeur d'âme, qui est donc justement qui va être évoquée par plusieurs enfants du coin. Et donc à partir de là, réalité, fiction, paranormale, surnaturelle, ou alors véritable tueur de chair et de sang, la question va se poser. Alors pour le coup, Julien, dont tu as découvert toi cet après-midi, moi je l'ai vu hier soir. Eh ben écoute, je vais te donner
immédiatement la parole. Je pense que j'ai rien oublié en termes de contexte. Alors on est sur un thriller horrifique, là pour le coup on n'est pas véritablement sur un film d'horreur en passage. Moi ça me faisait penser, on en parlera peut-être un petit peu à Granger notamment, ce qu'on peut trouver chez Granger aussi. On parlera peut-être des rivières pourpres et autres, mais on est un petit peu dans ce type de thriller, en tous les cas, un type d'ambiance. Alors voilà, Julien, qu'est-ce que tu en as pensé? As-tu apprécié ton petit voyage, cette petite halte dans ce petit village vosgien où il se passe de choses bien étranges? À toi de m'en parler. Alors sur le papier c'était alléchant parce que on avait, on va dire, des prémices d'un folk horror à la française, ce qui est assez rare, et pourtant on a de belles légendes. Par exemple, bon, alors, ce n'est pas du tout du folk horror, mais quelque part peut-être un embryon au niveau de la littérature. Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, avec la fameuse Tarasque. Voilà, bon, cette légende urbaine d'une créature qui a été un petit peu détournée et reprise aussi par Jean-Pierre Mocky dans La Cité de l'Indicible Peur avec la Barjasque. C'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps, donc ça m'a fait sourire cette histoire-là. Et là, bon, mangeur d'âme, tout ça, on voit d'ailleurs le design de la créature très vite. Hein, le film ne fait pas de mystère là-dessus, mais dans l'idée que est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce que c'est quelqu'un déguisé ou est-ce que c'est une hallucination et tout. Ça, pour l'instant, on n'en dit pas plus. Il y aura une petite zone spoiler à un moment quand même des familles. Et cette idée, oui, d'enquête un peu à la rivière pourpre, c'est-à-dire une approche à l'américaine, hein, un peu X-Files aussi. D'ailleurs, il y a un épisode de la série, grande série X-Files, je crois que c'est la 8e saison, qui s'appelle Le Dévoreur d'âmes. Alors, c'était en rapport à des légendes natives américaines, hein, mais quelque part, ça pourrait être ici une légende native vosgienne, hein, si vous voulez, parce que les Vosges, c'est quand même un endroit où on peut, si on se balade l'automne ou la nuit, on peut se faire un peu peur dans ces forêts-là aussi. Et donc, cette idée d'enquête avec évidemment la flic, la commissaire et le gendarme qui ne s'aiment pas beaucoup. C'est vrai qu'on reprend là les principes de ces films américains avec la police locale, le shérif et le FBI qui débarque et tout. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Bon, il y a eu Pamela Rose hein, qui l'a fait dans le domaine comique aussi, en mode Twin Peaks, tu vois. Un petit peu ça. Twin Peaks, oui. Twin Peaks aussi, voilà. Bien sûr. Ces idées-là. Et avec Virginie Ledoyen, qui est assez convaincante d'ailleurs dans ce genre de rôle, parce que c'est pas la première fois. Je me souviens d'elle dans Saint-Ange, alors c'est pas un film. Oui, tout à fait. Bon, je l'avais. Il faudrait que je le revoie. Je l'avais vu à l'époque, mais je sais que elle, j'avais plutôt apprécié sa performance, d'autant plus que je l'avais vu peu de temps avant dans 8 femmes. Ça change, voilà. Et dans La Plage aussi. Rappelez-vous, elle a joué avec Kim Canet et Leonardo DiCaprio dans le Danny Boyle. Je trouve d'ailleurs ici cette idée de personnage un peu froid, hautaine et tout, avec un passé particulier. D'ailleurs, les deux personnages principaux ont un passé. On le sent très vite. Et Paul Ami qui est là aussi à contre-emploi parce que c'est un personnage, un acteur qu'on voit plutôt dans des seconds rôles et tout. Là, il a la vedette. Et on le voit dès le début, il court comme ça. On sait pas qu'est-ce qu'il fuit ou vers quoi il veut aller. Et ça annonce beaucoup de choses pour la suite. Et j'aime bien le début. D'ailleurs, la mise en place, elle est très intéressante. Une sorte de mystère. C'est classique. Hein. C'est ultra méga classique. D'ailleurs, le film en lui-même ne va pas proposer énormément autre chose qu'une relecture, etc. C'est plutôt intéressant. Et le seul vrai souci du film, c'est que finalement, j'ai une petite attache envers ce film, c'est qu'il manque d'ambition, alors pas au niveau du budget, au contraire d'ailleurs, c'est que le faible budget les a fait tourner en décor réel et tout, c'est bien. Voilà, on sent les endroits, le palpable et tout. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis par rapport à, au scénario. C'est pas eux qui ont fait le scénario, mais au livre de base. Et que se sont contraints à des choses qui finalement sont très lisibles, et qui ça sombre pas vraiment dans le ridicule. À la rigueur, ça avait été du grand guignolesque, pourquoi pas. C'est limite trop sérieux, mais trop léger et pas assez abouti sur certains points. Mais il y a un côté sympathique. Le problème, c'est que ça reste aussi dans un cachet très téléfilm. Et après de Deep House, où on pouvait dire ce qu'on veut du film, il y avait vraiment du pur cinéma et quelque chose, on va dire, une immersion, c'est le cas de le dire. Là, je trouve que c'est assez timide quand même sur les ambitions. Est-ce que c'était parce que pas trop de temps, pas trop de budget, donc oui, côté naturel, est-ce que ça va suffire avec une histoire un peu tiroir quelque part, même s'il y a des moments, vous pouvez toujours crier sur certaines incohérences ou des trucs bizarres par rapport au début, il y a un truc qui colle pas, mais pourquoi pas. C'est un film ouvertement moyen, mais qui se regarde. Et qui ne mérite pas, j'ai vu le torrent de caca hein, qui s'est pris dessus quand même. Il y a pire. C'est sûr que oui, si vous voyez ça en salle, vous pouvez ressortir de là si vous avez aimé The Deep House en mode ouais. Mais faut pas comparer aussi, ils vont pas faire que des Deep House non plus.
Je trouve qu'il y a quand même une ambiance, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, il y a ce mystère-là. Il y a aussi un discours social aussi sur la maltraitance des parents envers les enfants au sens large. Il y a quelque chose qui est assez vicieux là-dessus, mais ça reste un peu sage quand même. Ça aurait pu être plus crade et plus sombre aussi. Il y a des petits moments de gore qui sont sympathiques. Petit moment de combat, voilà, à un moment, je pense que ça se coupe. C'est plutôt bien fait d'ailleurs dans le montage, c'est un peu saccadé pour accélérer et tout. Il y a des petits maquillages sympathiques aussi, même si bon, on n'est pas dans Terrifier 3 non plus, hein, puisque c'est un film qui est sorti. Longtemps, on est dans la thématique. Bref, c'est un film. J'ai passé un moment, on va dire, correct et à la fois un peu fade devant, mais j'ai rien détesté. Bon, là, il y a des choses à dire sur le dernier acte, on voit venir quand même un peu. Mais rien que pour l'utilisation par rapport au personnage, on va dire à twist, ça m'a amusé un peu aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas le film qu'on va retenir en priorité dans la filmographie. Mais c'est intéressant de titiller les légendes urbaines françaises aussi. Il y en a pas assez des films comme ça, et pourtant on en a des légendes comme ça. Moi j'en ai dans mon sud natal, j'en ai plein. Hein. La Tarasque, pas loin. Il y a aussi la merveilleuse histoire que mon père me racontait plus jeune de la Roumègue, la créature des puits qui sortait du puits quand les enfants étaient pas sages. Et voilà. Ah, c'est magnifique. J'aimerais qu'il y ait un film, un jour, si j'ai de l'argent, un peu, je ferai un film sur la Roumègue. Voilà. Et ça va être sympa. Donc, c'est un peu, bon, c'est un petit peu gentillé. Et bon, autant Virginie Ledoyen, ça passe, mais parfois Paul Ami, il y a des moments, bon, ça dépend. Mais au moins, c'est pas un film qui est bouffé par, on va dire, des acteurs qui sortent du lot. Virginie Ledoyen un petit peu, quand même. C'est peut-être ce qu'il voulait aussi. Il voulait pas prendre. Vous n'avez peut-être pas l'argent pour aussi, mais vous voulez peut-être pas prendre non plus des gens qu'on connaissait beaucoup d'ailleurs. Voilà, à part Virginie Ledoyen et bien sûr Sandrine Bonner pour sa présence particulière. Ah oui, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle aussi, mais il y a un peu d'urbex. Hein. Ils ont ressorti Mouvance Gus DX qu'on avait eu dans Diva, le youtubeur. Bon là, il n'y a pas de youtubeur, mais à un moment, on est dans le sanatorium et tout. On a quand même des clichés dans le film. Mais du coup, toi, Romain, parce que toi, t'es d'habitude. Alors c'est ça qui est intéressant. Toi, t'es bon public et t'es très gentil avec ces films-là. Est-ce que c'est le cas pour celui-là? mais en fait, comme tu dis très bien, on l'a dit au début, hein, moi j'ai de l'affection pour ces deux mecs-là. Je salue leur envie de faire du cinéma de genre en France et vraiment de rester en France, d'avoir un truc un peu cinéma de genre terroir, d'aller chercher des choses comme ça, notamment des légendes urbaines, d'en créer pour l'occasion, etc. Je trouve que c'est chouette, c'est toujours hyper. Moi je trouve ça toujours hyper touchant et attachant. Donc quoi que j'en pense véritablement du film, j'aurais quand même malgré tout cet attachement-là en fait à ces mecs-là qui essaient de faire quelque chose. Alors après, malheureusement, moi pour le coup, je suis resté quasiment tout le temps à côté. J'aime bien, comme tu disais, l'intro. Je la trouve chouette, vraiment l'intro. Il y a un truc, cette manière de filmer les paysages qui est vraiment vraiment cool quand la voiture donc de Virginie Ledoyen se rapproche dans les forêts vosgiennes. C'est chouette. Vraiment visuellement, il y a un truc qui fonctionne bien et qui permet de mettre une sorte de petite ampleur en fait, et qui permet de renforcer ce côté mythologique, tu disais presque folklore, en fait folklorique, qui fonctionne très bien. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'elle arrive dans le village, pour moi, il y a une sorte de chute assez monumentale de vraiment de où on se retrouve. C'est ce que je te disais un petit peu quand on en parlait en off. Moi, j'ai l'impression de voir un téléfilm France Région, voilà, France 3 Région. Voilà. C'est l'idée. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Louis la Brocante, mais il y a quelque chose à un moment donné où il y a un tel manque, enfin je trouve que c'est ça qui fait que le film est un peu tiédasse, c'est qu'il y a un tel manque d'ambition formelle, même au sein, qui sont peut-être dues à des questions, mais je suis pas sûr vraiment non plus, parce que finalement ils ont de quoi exploiter autour, ils ont eu des assez maigres avant, hein, Bustu et Maury, et ils sont capables d'en faire quelque chose. Là je trouve qu'ils vont jamais titiller le truc. Le montage est bien, parce que c'est Baxter qui est montage, et c'est toujours hyper impactant quand il taffe avec Aja par exemple, il y a un truc qui fonctionne bien. Et tu parlais notamment, il y a une séquence, parce que les séquences de meurtre, on ne les voit pas comme très souvent dans ce type de thriller, dans cette approche-là, les Rivières pourpres en particulier. Il y a un moment donné, ça spoile pas grand-chose, mais on voit en tous les cas comment se déroulait le meurtre dont on voit la scène de crime au tout début. Voilà, pour rester flou, on voit comment ça s'est déroulé véritablement. Et là, soudainement, il y a un truc qui se passe. Il y a un peu, on sent que le montage est un peu plus vénère, un peu plus agressif, mais le reste du temps, c'est très très plan-plan en fait. C'est pas tant une demande de violence, de gore ou quoi que ce soit, parce qu'ils font un peu le taf à des moments, des petites explosions de gore qui sont finalement assez intéressantes, parce qu'après cette idée
Moi, je pense qu'il y a quelque chose peut-être de voulu quand je dis qu'il y a quelque chose de très France 3 Régions, en termes de téléfilm, j'entends. Moi, je pense qu'il y a quelque chose chez eux de vouloir aller titiller un petit peu ce téléfilm-là, cette manière de raconter une histoire, cette manière de travailler le thriller. Je pense qu'il y a une envie comme ça de faire ça. Et en même temps, d'un peu vicier ça à l'intérieur, en mettant quelque chose de plus sombre, même si, comme tu sais bien, sombre, mais gentiment sombre, d'aller effectivement te surprendre à des moments en faisant des explosions de violence qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce type de produit, avec effectivement cette séquence de meurtre qui grossièrement, enfin de meurtre, de combat, si je puis dire, qui n'est pas véritablement, qui est un peu décorrélé du reste et qui en même temps fonctionne plutôt bien, je trouve, globalement, parce qu'effectivement il y a des effets avec des props, des effets avec du maquillage qui fonctionnent bien, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a une autre séquence d'action à un moment donné qui se déroule dans une baraque avec un couple qui implique une hache, notamment, on dira peut-être un peu plus tard, qui fonctionne aussi bien, qui est assez impactante et assez brutale. Mais le reste du temps, moi, je suivais l'enquête. Alors, c'est pas que je dis que j'étais extérieur. Émotionnellement, j'arrivais difficilement à m'impliquer, mais j'étais quand même surpris. Quand j'ai pas lu le bouquin d'origine, je trouve qu'il y a certains twists qui sont plutôt bien amenés, parce qu'il y a effectivement le gros twist final qui révèle l'identité de la chose de chair ou de sang ou mythologique véritablement. Il y a quand même ce truc-là à la fin. Moi, c'est celui-là que je trouve le plus facilement anticipable en réalité et qui est assez évident. Mais à l'intérieur, il y a plein de petits twists en fait qui émaillent le scénario, de petits retournements de situation qui fonctionnent plutôt bien. Et j'ai été surpris, mine de rien, malgré le fait que j'étais intérieur, j'étais surpris par la route que prenait le scénario à certains instants. Bon, même s'il y a pas mal de build-up à gauche à droite assez clair, il y a 2-3 fusils de Chekhov qui sont là, qui est évident, assez grossier, mais j'étais plutôt, ça fonctionne. Après, ce qui est aussi de m'impliquer davantage, et je trouve effectivement, tu parlais tout à l'heure de Paul Ami, je trouve que parfois effectivement le jeu des acteurs, c'est compliqué. Alors j'aime pas juger l'acte que c'est, je pense pas être compétent pour ça véritablement, mais je trouve que parfois il y a un jeu qui est en décalage, il y en a qui des différences. Virginie Loyer, moi je trouve qu'elle est très bien dedans. Elle joue très bien ce personnage un petit peu froid, un petit peu méprisant, qui va justement s'attirer un petit peu les foudres des gens du village, qui voient cette femme de la ville un peu pédante, qui les méprise un petit peu, qui voit qu'ils taffent pas très bien. Eux ils sont un peu branquignoles parce que mine de rien ils ont pas l'habitude de ce genre d'affaires, donc il y a cette confrontation entre effectivement flics de la campagne et flics dans la ville qui est intéressante et elle le joue très bien. Je trouve d'ailleurs les deux gendarmes principalement qu'on voit sont plutôt bien, ils fonctionnent bien dans ces personnages un peu largués. Et puis en même temps, voilà, il y a Paul Ami à côté, dont j'arrive pas vraiment à saisir totalement toujours le jeu. Je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Alors, le twist final, peut-être, enfin le dernier twist, donne une raison un petit peu à ça, mine de rien. Exactement. Mais je suis toujours un peu mais malgré tout. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un fruit aussi, si on veut. Non, c'est un film. Non, parce que j'avais deux mots en tête qui me venaient. C'est un film froid. Donc c'est un fruit. Dans le sens, il joue le côté glacial. D'ailleurs, hein, c'est présenté comme ça. Oui. Un polar glacial. Dans une atmosphère où c'est un village un peu, comme tu l'as dit, village fantôme, avec des gens un petit peu déconnectés, on sait pas trop. Donc le film, il joue le froid sur le froid. Et ça a tendance forcément à glacer un petit peu. Je suis d'accord. Et c'est peut-être pour ça que tu es resté à côté. Et je pense que c'est la volonté du film, c'est de nous mettre sans fioriture, presque dans une forme de réalisme. Même si parfois, malheureusement, alors, quitte à vouloir faire un truc très réaliste, du coup, peut-être pas téléfilm, mais quasi faux documentaire fiction, tu vois, à certains moments. Limite, pour le coup, il y a certains mouvements de caméra ou certaines dispositions qui auraient dû être beaucoup plus documentaires. Ouais. Il aurait peut-être fallu aller encore plus loin dans le truc, et il aurait fallu aller chercher un peu plus de près la population, quitte à rendre ça un peu plus pittoresque. À un moment, on a cette confrontation entre le gars du village là, qui veut pas donner l'information, alors que il y a le personnage de Paul Ami qui montre des photos et tout, ils sont où les enfants, et ils se tapent dessus. Il y a aucun. Là, par exemple, ça c'est dommage. Il aurait fallu qu'il y ait plus de personnages hauts en couleur comme ça, donc on sent que le gars, voilà, c'était le villageois local qui aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. On sent potentiellement un secret latent aussi. C'est pas assez exploité, ça. On va trop peut-être se concentrer sur l'enquête en elle-même. Peut-être trop, voilà, à un moment il se fait courser là et tout, il va courser dans la forêt. C'est pas hyper passionnant ça. En soi. Il aurait fallu jouer beaucoup plus sur les décors qui sont parfois bien filmés, hein. Il y a des moments où le sanatorium évidemment, on sent qu'ils ont pris vraiment des lieux vraiment abandonnés, etc.
Et je sais pas, c'est un peu entre deux eaux. En fait, ils auraient dû encore plus oser la froideur et plus le côté quasi docu. Et c'est dommage parce que The Deep House gérait cela. Oui, Il y avait une sorte de documentaire de Deep House, en gros, c'est voilà. Et encore, j'avais dit à l'époque, des fois, ça faisait peut-être un peu trop, il sortait un peu trop du docu pour The Deep House, etc. Je pense que il fallait aller encore plus franco dans le truc, d'autant plus que justement les personnages sont ouvertement froids et on comprend pourquoi, parce que ils n'ont pas eu des vies faciles, hein. Bien sûr. Et ça, on le sent très vite. Les gendarmes locaux, s'ils sont comme ça, on comprend pourquoi aussi. En fait, très vite, on comprend. Et la docteure de l'hôpital, donc Sandrine Bonner, elle est là, le gamin, il est sympa d'ailleurs, le gamin, là, le jeune acteur qui joue, c'est il est très très bien. Cameron Bain, ou Bain, je sais pas, peut-être qu'il est d'origine anglophone. Je trouve qu'il a quelque chose. J'ai pensé à un moment au sixième sens, hein. Non, mais le petit gosse est super, moi je le trouve très bien, vraiment, les deux enfants d'ailleurs qu'on voit sont bien. C'est peut-être chamalanesque un petit moment à ce moment-là et tout. Alors, est-ce qu'il voyait des gens qui sont morts? Pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Le mangeur d'âme est un petit peu avec lui. D'ailleurs, il y a une affiche où on le voit main dans la main avec le mangeur d'âme. Oui. C'est intéressant. Et il y a des choses qu'il aurait fallu creuser. En fait, le problème du film, c'est qu'il va peut-être pas enfoncer les directions qu'il aurait dû prendre. Peut-être trop sage, mais ils ont peut-être pas voulu oser non plus. Je sais pas. Je pense qu'ils ont fait le film avec les idées et l'envie, mais au final, ils savaient pas trop quel ton donner en fait. Ouais, parce que même tu parles des gens, parce que tu parles des gens du village par exemple. Moi, c'est un truc qui m'a un peu gêné aussi en voyant le film, c'est-à-dire que j'arrive pas vraiment à croire à ce village en fait, parce que je trouve que les personnages, effectivement, à part les gendarmes, on a vraiment. Alors, je pense que c'est quand même une volonté parce qu'il y a le côté village fantôme. Où on voit qu'il y a pas beaucoup, il y a très peu d'âmes qui semblent errer un petit peu dans le village. Mais j'ai l'impression que ces personnages, les personnages du village, vraiment les villageois, sont vraiment des purs personnages fonction. Ils apparaissent comme ça quand on a besoin d'eux, quand on a besoin de dire quelque chose des personnages finalement du Virginie Ledoyen et de Paul Ami. La mairesse, par exemple, elle apparaît comme ça et elle disparaît complètement du récit. Je pense notamment au prêtre aussi, qui est un personnage qui aurait pu être intéressant et qui apporte tout ce folklore-là. Et lui, il apparaît et il disparaît en fait complètement. Il dit 2 phrases à tout casser. Ouais. Elle pop dans la chapelle, je pense, ou l'église comme ça pour lire un bouquin. On est plus intéressé par le fait qu'elle lise le bouquin à ce qu'elle dit la légende locale. Bon, pourtant, on nous dit que on nous tease le prêtre en disant il sait des choses, le prêtre. Et il n'en fait rien en fait. Parce que t'as des films, voilà, le prêtre c'est le personnage clé dans des villages comme ça. Voilà, ouais. Bon, Piala l'a fait évidemment. Bon, Bernanos, voilà. D'ailleurs, on y pense. Bernanos, Mouchette, Sandrine Bonner, elle est là. Bon, c'est une mouchette qui a réussi socialement dans la vie. Mais bon, parce que quand même, docteur dans l'hôpital, ça n'a pas l'air d'être la médecin la moins calée du bordel. Et alors oui, le prêtre, c'est dommage parce que récemment, là, au moment où on enregistre, il y a un film en français à l'affiche qui s'appelle Miséricorde d'Alain Guiraudy, qui titille un village comme ça avec une sorte de polar. Il te plairait peut-être le film, même si c'est pas folklore non plus, mais avec des mystères et tout. Et le prêtre, c'est un personnage central. Il l'utilise super bien. Bah oui, là, ni le prêtre, ni la mairesse et tout, ou même quelques gendarmes vite fait, ils pop, ils sont là, ils reviennent. Et ça manque d'ancrage avec quelqu'un du village, en fait. On suit peut-être trop ces enquêteurs. C'est vrai que c'est un film qui est difficile à mettre en place en suivant vraiment à fond les enquêteurs. Ça marche très bien dans Twin Peaks, parce que ça développe cette série. Ah, et puis alors, on a toute une sorte de galerie de personnages qu'on va bien appuyer, bien voir. Et le côté choral de Twin Peaks, c'est choral aussi, donc ça aide effectivement. Et ça fonctionne mal en film, du coup, peut-être, tu vois. Ouais. C'est pas assez, il n'y a pas assez de trucs. Donc, à un moment, si, vers les 3/4 du film, quand on est vraiment avec le gamin et tout, là, il se passe quelque chose, tu vois. Mais c'est par bribes comme ça. Et sur l'ensemble, bon, à un moment, t'es là à te dire, bon, on va avoir les révélations, qu'on en finisse, quoi. Et c'est dommage. Alors qu'on aurait dû se dire, ah tiens, ce village, quel secret, machin, l'ambiance, et on n'arrive pas à se poser là-dessus. Il y a que les décors qui arrivent à fonctionner, en fait, quand même. Qui filment bien, pour le coup. Dès qu'ils travaillent sur le décor, ils le font très bien. C'est un duo qui sait très bien gérer ses décors. Ouais. C'était Aux yeux des vivants, je crois, qui gérait très bien ce côté-là. D'ailleurs, il pourrait y avoir un côté Aux yeux des vivants. Mais c'est un film qui dénote pas dans leur filmographie. Du tout. Pas du tout. Parce qu'il y avait ce film en Bretagne, je sais plus le titre. Bien sûr, Livide. Non, Livide. À l'intérieur, c'était avec Béatrice Dalle. Livide, voilà, c'est pareil. Il y avait le côté folk horror potentiel aussi. Donc ils aiment bien titiller ça, mais je sais pas, là, peut-être qu'ils se sont laissés enfermer dans ces envies de faire une sorte de rivière pourpre ou X-Files, et c'est difficile.
Bon, même les Rivières pourpres, avec le recul, c'est des films qu'on a peut-être, enfin moi le premier, j'avais bien apprécié à l'époque, mais est-ce qu'on le reverrait aujourd'hui avec le même regard? Je sais pas. Bon, le 2 était pas bon, hein. De mémoire, voilà. C'était qu'à ça. C'est intéressant parce que c'est un film qui fait dater dans le sens où on n'a plus ce genre de film-là. On a eu l'impression de voir un film des années 90, début 2000 en fait. Est-ce que c'est un mal? Non, mais dans les ambitions du coup, je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu nous plonger dans cette atmosphère-là. Bon, à un moment on rigole, hein. Il n'y a pas d'informations sur Internet, hein. Le mangeur d'âme, on sait pas, hein. Ça paraît, c'est le folklore local, donc c'est bien qu'on sait vraiment rien, quoi. Même sur Internet, personne n'en parle. C'est comme la Roumeg, hein. Crois-moi, la Roumeg, tu cherches il y a très peu d'informations sur Internet. Voilà, mais un jour, on la déterrera de son puits, la Roumeg. Il faut ça. S'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent la légende de la Roumeg, franchement, on est peut-être 10, donc. Seuls les vrais savent. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, et en vrai, c'est drôle parce que il pourrait peut-être y avoir une centaine de petites légendes urbaines folklore comme ça dans des villages qui ont la même chose que peut-être que 1000 personnes en France qui connaissent et encore. Tout à fait. Bouche à oreille, il y a rien sur Internet. Et c'est là, c'est creuser ce mystère-là. C'est vrai, limite, c'est, voilà, le prêtre, l'église, le livre, c'est trop cliché, quoi. Là, c'est trop frontal, quoi. Oh, c'est écrit dans les livres, comme le disait l'autre. Bon, oui, avec cette voix off insupportable qui te récite le truc que tu verras dans le livre. À un moment, j'entends la voix, je me dis, c'est quoi? C'est une référence à Lovecraft et tout, ça aurait pu, hein. Ou pas du tout. Mais t'as raison, en fait, c'est un film qui est très anachronique, en fait. En voyage, je dis, effectivement, c'est un film qui a un côté vieillot. En même temps, c'est un côté effectivement un peu stimulant parce que finalement, on n'en voit plus des films comme ça et ça devient vite dépaysant dans une certaine mesure. Oui. Et en même temps, c'est parfois un peu désagréable parce que toutes les choses qui sont posées, tu les as déjà vues et parfois d'ailleurs en plus efficace, et tu t'attends à peu près à tout ce qui va se passer. Et le film te surprend jamais parce qu'il pourrait justement aller dans cet écrin, un petit peu dans ce vieux pot dans lequel on fait les meilleures confitures, mais il fait pas une confiture super parce que finalement il va pas essayer de te surprendre avec un goût un petit peu particulier, un truc que t'as pas vu dans ce type d'expression cinématographique. Et c'est un petit peu gênant en fait parce que moi je m'attendais vraiment en faisant le voyage, je m'attendais à ce que le film parte dans un délire un peu plus radical parce que ça aussi je trouve que le film manque énormément de radicalité. Dans ce qu'il propose, il faudrait, surtout que d'ailleurs au passage Bussy et Mori nous ont habitués à une forme de radicalité, on se rappelle d'À l'intérieur par exemple. Comme tu disais aussi, ça détonne pas non plus totalement à ce qu'ils font parce que moi c'est un truc, des choses que je repère, tu vois, il y a un truc qu'on trouve très très souvent chez eux, c'est la taxidermie. Donc dans beaucoup de bâtiments, il y a effectivement des têtes de cerf, des têtes de trucs comme ça. Lui-même en fait le costume, l'esthétique du mangeur d'âme, finalement quand on regarde un petit peu, tu parlais de Livide, quand on voit l'esthétique des vampires dans Livide, il y a quelque chose qui fait sens entre les deux, avec l'idée du bois de serre, l'idée de quelque chose d'un peu animal, les cagoules un peu crado, les poupées, les choses comme ça, qui étaient des choses. Il y a tout un endroit où il découvre dans la petite, parce qu'il y a un des enfants. Ça spoil non plus pas grand chose, mais on va vite passer en spoiler de toute façon. Mais il est dans le sous-sol de ses parents, il a une petite chambre dans le sol de ses parents. Donc ça arrive très très vite dans le film. Et il y a une sorte de poupée qu'il a bricolée en mettant des bois de serre dessus et qui ramène effectivement au mangeur d'âme. Et ce truc-là est intéressant parce que c'est un truc qu'on retrouvait effectivement dans on va dire toutes les sculptures un peu étranges qui ornaient la maison de Livide. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on retrouve. On sent que c'est eux et qu'il y a des choses qui font vraiment que c'est des auteurs et on sent ce truc-là. Et en même temps, il y a cette radicalité qu'on n'a pas, cette folie qu'on n'a pas, et on est dans quelque chose de finalement assez plan-plan. Et en même temps, voilà, cette petite créature du mangeur d'âme la représentée, elle va quand même remplacer, elle va rappeler le Wendigo, hein, cette créature, voilà. Donc, ça manque aussi d'ambition, même dans cette idée de création. Mais c'est là où, justement, on va rentrer dans la zone spoiler, il y a peut-être une idée. On peut penser à Shyamalan aussi autrement pour un autre film. Oui. Maintenant que j'y pense, il y a peut-être du Shyamalan chez eux là, Le Village, hein, pensez-y. Mais et je pense aussi moi à un autre film, pour le coup un film de Pascal Logier qui s'appelle The Secret, qui pose à peu près les mêmes questionnements aussi sur le rapport à l'enfant, etc., sur des enlèvements d'enfants aussi, sur une créature hypothétique dont on ne sait pas grand-chose et qui va se révéler. On va commencer à spoiler. Rentrons en zone spoiler. Il faut spoiler gaiement là. Voilà. Mais chez Pascal Logier, il y a aussi cette idée que la créature va se révéler finalement être quelque chose finalement de chair et de sang, si je puis dire, un être de chair et de sang. Et en plus, il y a toute une réalité sociale qui est décrite derrière. Il y a un petit peu ça ici aussi. Ah ouais, parce que en fait, le film n'a rien de surnaturel.
Et c'est pour ça que, alors, c'est une forme de fausse incohérence, c'est juste, faut pas chercher la cohérence, c'est du cinéma, des fois, voilà. Il y a un moment, quand même, on voit le gamin qui dit qu'il y a le mangeur d'âme et on voit à la caméra le mangeur d'âme derrière. Donc, c'est juste qu'il a son hallucination, il s'est persuadé, il s'est créé ce monstre, en fait, hein. Parce que, violence, bon. C'est là où il y a la misère sociale locale, c'est un peu la vengeance aussi, c'est un peu à double tranchant, la vengeance aussi des maltraitances d'enfants, et la docteure de l'hôpital, donc Sandrine Bonner, hein, qui est la méchante, qui se sert de ça. C'est elle qui dévore l'âme des personnes fragiles pour créer le mal, quoi. Le mal se nourrit du mal, toujours, de toute façon. Et c'est qui est pas de surnaturel, enfin je l'ai senti très vite que ça allait être un truc très terre à terre. Oui. Remarque, les rivières pourpres aussi, tu vois, enfin, Oui, c'est pas gênant du tout. Voilà, c'est pas gênant du tout parce que finalement, c'est comme X-Files la plupart du temps. Bon, il y avait des fois où c'était pas si surnaturel que ça. Enfin, c'était plutôt bio explicable parfois même un peu. Et puis même quand c'est fantastique, X-Files, il y a quand même une explication humaine pour que l'enquête ait du sens aussi. Il y a toujours, c'est toujours le surnaturel est toujours la conséquence de phénomènes humains, etc. Parce que par exemple, quand il y a des fantômes, c'est parce qu'il y a eu un meurtre et que le fantôme veut se venger de ce préjudice-là, et donc on va quand même enquêter sur ce qui a mené la mort de ce personnage-là. Donc il y a plein de choses comme ça, effectivement. Et puis il y a autre chose, c'est que bon, l'aspect boogeyman surnaturel, ils l'ont déjà fait avec Candy Shah. Oui, donc peut-être qu'ils ont voulu, parce que c'est vrai finalement, bon, Candy Shah était beaucoup plus ambitieux, j'ai envie de dire, que ce soit dans la délocalisation en banlieue d'un génie, on va dire, d'une créature qui vient d'ailleurs, quoi. Ça, c'était très intéressant, ça. Là, on recentre tout et c'est tellement recentré que le film s'enferme sur lui-même, en fait. Et bon, après, on se retrouve avec ces révélations. Alors, Sandrine Bonner, pour le coup, elle se lâche, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Drôle. Et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu des rôles intéressants aussi, je crois. Je me souviens d'elle d'un film où elle avait joué avec Gérard Depardieu, qu'on ne nomme plus maintenant, parce que bon, faut dire qu'il a fait de sacrées conneries. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on le revoit au cinéma. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ouais, même si c'est un acteur qu'on a aimé dans beaucoup de films, là, il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et j'avais vu dans ce film-là où c'était une mamie. Elle était complètement à côté de la plaque, elle était mal utilisée et tout. Là, je trouve que, au moins, sur quelques scènes, elle se donne à fond. Voilà, elle prend cher même un peu, je trouve. Donc il y a un petit côté là, j'étais là en mode putain, ça décale un peu le personnage de Sandrine Bonner, j'aime bien, voilà. Et alors il y a tout le délire autour de Paul Ami et de Virginie Ledoyen. Alors Virginie Ledoyen avec sa fille qui s'est suicidée dans la baignoire, une scène qui m'a rappelé quelque chose, mais je ne sais pas, toi qui a peut-être plus d'images horrifiques en tête, cette scène dans la baignoire, le suicide et tout là, c'est pas une citation à quelque chose, ça, parce que j'ai un gros doute. Après, il y en a plein, je veux dire, il y a même dans La fin absolue du monde de Carpenter avec la fiancée de Norman Reedus, par exemple. C'est peut-être ça, d'ailleurs, ça faisait très téléfilm, La fin absolue du monde aussi. Oui, c'était pas des romans aussi. On y pense, non, du tout, pour le coup, c'était pas gênant, c'était vrai. Peut-être une référence, si jamais messieurs Bustillo et Maury nous écoutent, peut-être qu'ils avoueront des choses. Je sais que il y en a un qui est très actif sur Facebook, hein. Je crois que c'est Julien Maury. Voilà. Julien Maury plus, oui. Voilà. On le taguera pour que, je sais qu'il prendra bien nos avis, parce que bon, voilà, c'est comme Xavier, hein. Xavier Jean, quand il sait qu'on défonce un film, bon, ça va, il est quand même gentil. Mais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme j'ai envie de dire. Voilà. Mais on n'a pas reçu de chèque, hein, désolé, pour pouvoir. Non. Mais plus sérieusement, il y a donc cette idée que sa fille s'est suicidée, et on apprend que le personnage de Paul Ami, lui, cherche son fils. Voilà. Et il n'est pas gendarme du tout. Voilà, parce que voilà. C'est pour ça qu'il monte son truc au début en mode ça fait un peu faux. Et comme la flic, elle s'intéresse tellement pas aux gendarmes et tout, elle va même pas faire de recherche. C'est un collègue qui l'appelle à un moment, mais il n'existe pas ce monsieur. Ah bon? Parce qu'entre-temps, il vole un disque dur. Enfin, il y a plein de choses qu'il fait en loose day où il cache des indices qui sont quand même importants. Oui, mais c'est intéressant du coup parce qu'on sent que c'est un personnage à bout. Donc il va apprendre que son fils est mort. En plus, la docteure, elle vend ça au dark web, hein, en gros. C'est glauquissime, quoi. C'est avec des séquences. Voilà. Et ils sont plusieurs en plus à le faire, puisqu'il y a un des gendarmes du village et les deux pères qui sont morts, parce que les deux meurtres qui ont lieu, c'est des familles qui justement utilisaient leurs enfants ou faisaient passer leurs enfants pour poser des séquences de mise en scène et de torture sur le darknet. Donc grossièrement des chambres rouges, enfin des red rooms en gros, c'est à peu près ça. Ouais. Et il y a quand même cette idée aussi qui est, c'est assez horrible pour le coup. Ça, je trouve que toute la partie urbex, un petit peu comme tu disais dans le sanatorium, est intéressant.
tout aussi sur cette manière. Donc on va découvrir avec les différentes chambres qui vont ouvrir, qui ont des noms particuliers, avec ce décalage entre le lieu un peu crade, sordide, complètement abandonné, et qui est ces petites appellations sur chaque porte écrites avec des petites lettres d'enfants, etc. Qui pour le coup fonctionne assez bien. Cette découverte-là est chouette, vraiment chouette. Puis jusqu'à la chambre dans laquelle effectivement on a tous les costumes de chacun des membres de cette petite secte presque autour de la confrérie macabre, tout à fait. Et ça j'aime bien. Et donc la chef de tout ça, c'est Sandrine Bonner. Cette pédopsychiatre qui donc de fait avait accès aux enfants. Et puis il y a cet élément aussi important qui est un peu étrange, moi, que je trouvais qui justifie justement pourquoi les couples vont s'entretuer, puisqu'effectivement ce sont une vengeance des enfants qui ont trouvé. Alors je trouvais ça un peu grossier, mais je pense que c'est dans le bouquin à la base. Il y a un avion qui s'écrase dans les Vosges, on l'apprend au tout début, qui s'écrase là-bas, et il y a de la méthamphétamine un petit peu expérimentale dans l'avion, parce que c'est un go fast. Parce qu'ils sont suivis par un mec qui est en moto depuis le début et qui veut récupérer la drogue. Et il s'agit des enfants qui ont récupéré la drogue à ce moment-là, parce qu'il y a plein d'animaux morts. Ils vont tester ça sur le chien des voisins, puisqu'il y a toute une petite intrigue aussi avec le chien des voisins à un moment donné, sur lequel ils c'est Crazy Bear en fait. C'est Cocaine Bear. Crazy Bear, c'est un peu c'est l'idée, tu vois. Et ouais, on se rend compte qu'il devient ultra agressif. Il y a un épisode de Lost aussi, il trouve un avion avec de l'héroïne ou je sais pas quoi dedans. Il y en a qui deviennent junkies en prenant ça. Ah non mais je crois juste et après donc ils donnent à prendre à leurs parents pètent la câble et s'entretuent, voilà. Et c'est la vengeance des enfants, voilà, c'est eux qui se servent d'un autre mal pour créer un mal et tuer le mal qui les a. Voilà. Mais c'est ça, c'est le mal qui engendre le mal, philosophiquement parlant, c'est terrible. Hein. C'est une boucle. Ce film est, non, le village est enfermé sur lui-même, le film peut-être un peu, et du coup il y a ce cercle vicieux qui fait que de toute façon, même ces enfants deviennent indirectement des criminels. Quoi. C'est d'une tristesse abyssale. Et tout ça que le gamin principal joue très bien, de A à Z là-dessus. Je suis d'accord. Oui. Et je trouve que justement le lien avec les légendes est plutôt intéressant dans cette idée effectivement que les enfants sont un peu nourris par cette légende. Ils croient, pour le coup, tu en parlais tout à l'heure, ils croient véritablement en Mangeur d'âme puisqu'ils le voient effectivement et donc ils ont ces visions-là qui est due à leur traumatisme, etc. Ils sont obligés d'extérioriser le mal qui est intérieur de leurs parents et de l'extérioriser. Et avec toute la légende du Mangeur d'âme, qui est cette idée que le Mangeur d'âme finalement habite les gens, les possède dans une certaine mesure parce qu'il leur a dévoré leur âme. Et il faut tuer le mal qui est à l'intérieur des parents, d'où le fait qu'ils décident d'empoisonner les parents pour tuer le mal à l'intérieur. Et c'est intéressant, ça pour le coup c'est intéressant, effectivement tu dis c'est très noir et très sordide, mine de rien. C'est très noir et sordide pour tout le monde, parce que pour les enfants et tout, et y compris pour les deux enquêteurs principaux, qui sont seuls. Elle, sa fille est morte, elle ressent une forme de culpabilité du suicide de sa fille, et lui, le père qui a pas pu protéger son enfant, le pauvre il est pour rien, mais c'est comme ça, et il sait que son fils est mort, et il est devenu un fantôme. Il le dit à la fin. Voilà. Un fantôme. Et c'est pour ça qu'il joue un peu en décalé. Parfois, moi je me suis dit, l'acteur il bafouille à un moment, il est pas à l'aise, mais en fait c'est le personnage. C'est la direction d'acteur qu'on lui a donnée, je pense. C'est que. C'est des personnages, tous des personnages qui sont fait tous dévorer leur âme, donc finalement, effectivement, ils errent sans âme continuellement. Et le film, du coup, manque d'âme, mais c'est voulu. Ouais. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est vrai. Au bout du compte, je pense qu'ils ont fait ce film en sachant que ça allait être plutôt mal aimé, mais finalement c'est un choix radical quelque part. Même s'il aurait pu être beaucoup plus radical à la rigueur, mais s'il avait été trop radical, du coup il aurait eu une autre âme. Enfin, je pense qu'ils ont voulu jouer le froid et le glacial jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Et c'est pas facile comme exercice. Voilà, c'est un exercice de style qui fait qu'ils ont tenté un truc. De toute façon, c'est pas un duo qui cherche le succès et tout. Ils s'en fichent des critiques et tout, je pense, depuis le temps maintenant. Et ils ont voulu tenter ça. Voilà. Ils avaient cette idée même avant de faire The Deep House, je crois. Donc, à voir maintenant où ils vont aller, parce que c'est vrai que quand on retrace leur filmographie, il y a une vraie cohérence, mine de rien. Même Leatherface, qui est une commande en soi, ils ont réussi à faire un truc, là aussi, dans une forme de huis clos en soi. Enfin, c'est ça, c'est un enfermement psychologique et spatial à chaque fois, leur cinéma, quand on y pense. Et ça leur ressemble vraiment, c'est-à-dire que même malgré le fait que Leatherface est un film qui a été quand même massacré, très dur et très éprouvant, il y a quand même quelque chose qui reste d'eux, en fait. On sent que c'est un film d'eux, mais je sais pas si on en avait déjà parlé, mais je sais qu'Alexandre Bustillo, à l'époque, quand il écrivait chez Mad, il avait, je sais que c'était Yann Hiran, je crois qu'il en avait parlé,
d'Alexandre Bustillo, qui était quelqu'un qui aime les films un peu pour le coup malades, un peu monstrueux, un peu bancal. Il aime ça. Je sais que moi, les critiques que je lisais d'Alexandre Bustillo à l'époque où il était chez Mad, c'était souvent des petits films, des petits DTV un peu étranges, mal aimés, etc. Et c'est assez rigolo de voir que finalement leurs films, pour beaucoup, pas tous, mais c'est toujours des films mal aimés un petit peu aussi, qui ont ce truc-là un peu bancal, un peu branque, et qui sont mal aimés, mais qui sont, parce qu'ils sont mal aimés par de petites communautés qui aiment les films mal aimés. Donc c'est assez rigolo cette chaîne, cet enchaînement. C'est ça qu'ils cherchent à faire aussi. Ils ont leur certitude et ils sont aimés par un petit cercle à chaque fois. Mais en fait, ils restent eux-mêmes, quoi. Voilà, ils restent eux-mêmes, même si des fois, la production derrière, comme sur Leatherface, ils le savaient sûrement, hein, en allant faire ce film là-bas, que bon, ils ont accepté l'idée, j'imagine, même si ça a été probablement douloureux a posteriori. Ils se sont fait massacrer à la tronçonneuse, pour le coup. C'est quand même le paradoxe, mais voilà. C'est vrai que là, tant qu'ils ont la possibilité de faire des films, ils vont en faire. Ils vont pas se poser la question. Budget ou pas budget et tout. Ils ont leurs idées et il y a une cohérence. Alors évidemment, à un moment, on pourrait se dire ça fait un peu répétition, mais pas tout à fait non plus quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un petit truc différent. Déjà, ça délocalise pas mal. On visite la France souvent avec eux. C'est ça, oui. On a été en Bretagne, on est dans les Vosges, on fait plein de choses. Je sais plus où c'est aux Yeux des Vivants, mais aux Yeux des Vivants, je sais plus où c'était, mais bon, c'était c'était plus un mode fictif, pas vraiment réel. C'était pas un endroit. Je sais plus s'il y avait un endroit. C'était un peu une France un peu américanisée parce qu'il y avait les références aux Goonies aussi, donc ils faisaient ce truc-là effectivement. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'était un peu parce qu'ils aimaient beaucoup Massacre à la tronçonneuse, qu'ils ont fait aussi aux Yeux des Vivants. Ils se sont fait repérer là-dessus, je pense aussi. Ah bah oui, mais certainement. Oui. Il y a l'intérieur qui était très bien un beau huis clos à l'intérieur même. Ouais. C'est le huis clos sur Béatrice Dalle, tu sais. Non, mais c'est intéressant. Voilà, on a vu un téléfilm, je sais pas. Du coup, c'est un film, oui, froid. C'est un polar froid qui peut être mal aimable, mais en même temps, vu ce qui se passe dedans. Et vu que c'est des personnages qui ont été aspirés, voilà, c'est ce qui était voulu. Il faut se méfier des légendes urbaines et des villages qui se referment sur eux-mêmes aussi. C'est peut-être ça le message. Ou alors, des villages qui ont été enfermés sur eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même ce discours, même s'il est très rapide, sur cette autoroute qui les a isolés et tout. Bien sûr, ouais. Ça aussi, une petite France rurale qui se meurt, qu'on oublie parce que tout le monde s'en fiche de la ruralité aujourd'hui en soi. Hein. Bien sûr. À part ceux qui vivent dans la ruralité. Oui. On le sait. C'est des endroits qui se meurent. Il y a beaucoup de villages, il y a même plus de boulangerie. Donc, par contre, il y a peut-être plus de boulangerie, mais il y a toujours la bébête locale des légendes urbaines. Que ce soit la Tarasque, la Barjasse, la Roumègue, ou ici, le Mangeur d'âme. J'aurais aimé qu'il ait un nom un peu plus rock and roll quand même. Parce que là, je me suis dit d'ailleurs en voyant le titre, le Mangeur d'âme, je dis que cette créature va avoir un nom. Ah non, le Mangeur d'âme. Il aurait fallu y trouver un petit sobriquet intéressant. Je sais plus, je crois que ça se passe à Roque Noir, non, un truc comme ça. Oui, Roque Noir, c'est ça. La Rocasque, je sais pas, un truc comme ça. Voilà. J'ai même pensé en voyant par rapport au monstre, tu parlais de prénom, moi j'ai beaucoup pensé, alors je sais pas si c'est une influence, mais dans cette manière dont les enfants un petit peu subliment leur trauma à travers cette créature-là, et dont on montre cette créature comme la perversion de l'innocence propre à l'enfance et qui finalement est l'écho de ce que ses parents fait subir. Moi j'ai beaucoup pensé mine de rien à Sinister, qui est un film que moi j'aime bien, de Scott Derrickson notamment, et surtout le 2 en particulier de Ciarán Foy, qui est celui que je préfère, dans cette relation à la créature en fait, alors qui est pas totalement la même. Et puis pour le coup, là où dans Sinister on assume pleinement le fantastique véritablement, pour le coup la créature elle existe en tant que telle. Mais je trouve qu'il y a 2-3 plans qui sont intéressants parce que il y a une relation entre le bouboule pour le coup dans Sinister où il prend les enfants par la main, il y a plusieurs plans justement, il les amène et c'est à ce moment-là que se joue la perversion de l'enfance et de l'innocence. Je trouve voilà, il y a des petites choses comme ça mine de rien. Black Phone aussi, oui, aussi Black Phone aussi. Tout à fait. Il y a cette idée-là, oui, c'est vrai. Se nourrit d'un traumatisme ou social ou de l'enfance, même si Black Phone justement j'avais des réserves sur l'aspect social. Ouais. Enfin, après Scott Derrickson. Non, mais je sais pas si Julia, tu voulais rajouter des petites choses pour le film ou est-ce que tu voulais conclure. Est-ce qu'il y avait une conclusion que tu voulais faire à l'égard de ce pour le coup de ce Mangeur d'âme? Non, mais on est quand même content. Enfin, de toute façon, on est content. On est content de l'avoir vu. Je ne sais pas. Oui, vaguement, on est content d'en avoir parlé. Oui. C'est ça le plus important. Bien sûr. C'est que le film, il fait parler quand même. C'est-à-dire qu'on fait 45 minutes sur un film qu'on a peut-être trouvé un peu fade et froid, mais n'était-ce pas là le but qu'il le soit?
un peu fadasse parce que on est dans un monde qui est d'emblée fade et surtout voilà, qui subit. C'est que tout le monde subit, même ceux qui débarquent sur place ont subi. Personne ne va bien dans le film. Tout va mal, tout est froid. La folie, les traumatismes, tout ce que vous voulez. On va quand même dans la lie de l'humanité sur ces histoires-là. Ah oui, il n'y a pas d'espoir, quoi, au final. Même si à la fin les enfants sont sauvés et tout, ils vont pas vivre la meilleure vie du monde, les deux, avec la commandante qui a peut-être trouvé la possibilité de les adopter, si tu veux, mais bon, fais le mangeur d'âme 2, c'est elle qui devient folle et qui les tue peut-être, je sais pas. Même si, non, mais ceci, il n'y a aucun trauma qui est résolu véritablement, en fait. C'est-à-dire qu'ils subissent tous leur trauma et ils finiront par les subir tous. Ah, ça va être compliqué, Les gamins, ils vont finir par tuer la commandante dans la voiture derrière aussi. C'est pas, tu sais. Et le gars qui s'en va tout seul, lui, il est mort. De toute façon. Et qui condamne d'ailleurs le personnage de Sandrine Bonner. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, cette idée de ne pas lui coller une balle dans la tête et de la condamner. Je pense que c'est eux qui la tuent véritablement en lui faisant ingérer la drogue. Voilà. Et il la laisse d'abord s'automutiler quand elle pète un câble et donc lui sous l'effet de la drogue. Et effectivement, lui finit par faire brûler tout le sanatorium et elle brûle à l'intérieur aussi. Donc effectivement, on est sur beaucoup de joie pour terminer évidemment le film. Le feu de joie final, voilà, dansez tous autour, voilà, préparez Halloween en beauté. C'est un film qui peut être intéressant quand même sur certains points. Voilà. Et on n'avait pas dit, mais au passage, il y a une petite apparition de Chloé Coulot dedans, l'héroïne de Livide. Voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Elle joue une mère, non, je sais plus si c'est une mère qui joue. Bon, bref. Voilà. Mais elle est là. Il y a même Dominique Fro, je crois, non ? Il n'y a pas Dominique Fro. Non, Dominique Fro n'est pas là pour le coup. Non, Dominique Fro, c'était dans Aux yeux des vivants. Oui, quand même. Après, on a aussi le perso donc du voisin du couple qui s'est entretué, qui est interprété par, j'ai plus le nom de l'acteur, mais qui jouait effectivement dans Vermine un des membres de l'immeuble, qui était le gros facho qui c'est joue très très bien. Emmanuel Bonamy, oui, c'est ça. Ouais, qui joue très très bien les gros cons fachos. Il est très ça. C'est un personnage bormanien dans des livres. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, en tout cas, jusqu'au bout. Ben oui, merci à toi, Julien, pour avoir partagé parce qu'au finalement, on a partagé ce film ensemble et pour pouvoir en discuter dans la foulée. La prochaine fois, on se retrouvera très certainement pour parler de Sous la Seine. On restera en France pour pouvoir terminer la filmographie Xavier Janssienne. Ça va être un beau moment, je pense. Jusqu'à la suite, voilà, jusqu'à son prochain film. Et justement, peut-être qu'après, on repartira, comme on l'a déjà dit, je crois, sur un autre, pourquoi pas réalisateur français. Je disais pourquoi pas Pascal Logier, par exemple, et faire de temps en temps peut-être des mises à jour. Lorsque effectivement la carrière de Xavier Jean s'avancera, celle de Bussy Omori aussi, ce sera l'occasion d'en discuter. Et puis effectivement sur ta chaîne, Julien, on enregistre dans quelques jours le futur podcast, le futur Impro Ciné Critique mi-équesque, mais ça va peut-être laisser du mystère. Pas quel film, on dit pas le film. Ça risque d'être spectaculaire une nouvelle fois avec Takashi Miike. Tout à fait. Ça va être un bon moment. On est rarement déçus avec lui. C'est vrai. Et là, pour le coup, fade froid, c'est relativement rare. On sera plutôt sur du funky cool. Mais d'ailleurs, bien chaleureux. On devrait nommer nos émissions Takashi Miike le journal de Miike. Ça serait très amusant. Je pense qu'il faut garder si je veux que tu présentes comme ça la prochaine fois la possibilité sur le journal de Miike. Voilà. On est beaucoup plus fun que le film dont on vient de parler. C'est bien. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Un plaisir partagé, un grand merci à toi. Et puis de toute façon, on se retrouve sur la chaîne. Il y aura un podcast qui va sortir avant, après, je ne sais pas, le prochain Dire Rebondi, puisqu'il n'y en a pas eu effectivement en septembre. Rentrée oblige. Mais il y a un petit podcast, il y a celui, j'en ai fait 2 en août de toute façon, donc on va en avoir un qui va arriver d'ici la fin, d'ici et puis pour le coup, Halloween approche, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Julien Véran, parce que vous êtes tous de toute façon déjà abonnés et c'est important, et si vous ne l'êtes pas, c'est une grave erreur et vous allez mourir. Voilà, il faut y aller. Je vais venir manger votre... Non, c'est ça.
Tout à fait. Donc abonnez-vous très très vite avant que votre âme soit happée par Julien. Et puis évidemment, pour le coup, on est sur Halloween, il me confiait tout à l'heure en off que sa saga, si je puis dire, Halloween commence aussi. Il va faire une petite rétro où on va revenir sur des films Halloween de manière un peu récurrente sur la chaîne. Donc c'est l'occasion aussi de vous nourrir de tout ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs, au passage, j'avais fait l'an dernier un petit calendrier de l'avant Halloween. Il y a pas mal de petites choses à gauche, à droite. Et puis en tout cas, voilà, Julien, je te remercie du fond du cœur. Et puis, comme d'habitude, puis je te remercie encore et puis je te souhaite très bon Halloween, de très belles vacances parce qu'on est en vacances enfin. Ah oui. Et puis on se revoit très très vite. Ah, Salut très, très Julien. bien. Ciao, ciao. Bisous, salut.